On va maintenant pouvoir aller voir justement ce que font des collectivités, certaines collectivités, alors des villes en particulier, pour travailler à la transition, à la résilience de leur territoire. Vous allez pouvoir laisser la place. Merci à vous. Voyons sur quels aménagements des temps les collectivités peuvent agir. Alors pour repenser par exemple les mobilités, les pratiques de consommation, les habitudes de travail, comment elles s'y prennent pour décaler, pour ralentir, pour limiter, pour encourager, pour inciter. On en a eu quelques exemples dans les tables rondes hier déjà et dans les ateliers, mais là on va laisser la parole un petit peu plus longtemps à plusieurs collectivités et à plusieurs bureaux d'étang. Donc j'appelle à me rejoindre Anne Le Floch, Marina Lafay, Gwenaëlle Craes, Blai Marty Plademount, et nous avons aussi en visioconférence Audrey Linkenheld. Bonjour à vous, Audrey Linkenheld. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Oui, vous nous entendez. Vous êtes vice-présidente de la métropole européenne de Lille, en charge du climat, de la transition écologique, de l'énergie et de la politique des temps. Anne Le Floch, je vous présente aussi, vice-présidente de Rennes Métropole, en charge de la proximité, de l'accessibilité, de la politique des temps et de l'innovation sociale. À vos côtés, Marina Lafay. Alors, non, c'est Blai Marty Plademount qui s'installe, qui nous vient de Barcelone, chargée de mission à la direction genre et politique temporelle de la ville de Barcelone. Marina Lafay, vous nous venez de Strasbourg, où vous êtes conseillère municipale déléguée à la mission des temps. Et enfin, Gwenaëlle Craes, maire de la Grigonnet. Alors, ça parle peut-être moins à l'assistante. La Grigonnet, c'est une petite ville rurale de 1700 habitants qui est située entre Rennes et Nantes, en tout cas côté Loire-Atlantique. Merci beaucoup à vous cinq de vous livrer à cet exercice de présentation de quelques actions menées par votre collectivité. Alors, pour éviter le côté catalogue, pour ne pas démultiplier les présentations, je vais vous poser deux questions, seulement la même question pour tous et toutes, et puis vous allez avoir un petit temps pour y répondre. Première question qui appelle à une réponse courte. Est-ce que vous pouvez me citer une décision, une donnée chiffrée, en tout cas une prise de position de votre collectivité qui prouve que vous avez pleinement pris la mesure de l'urgence climatique? Je commence par vous, peut-être Audrey Linkenheld. Une mesure phare, en tout cas, une prise de position sur cette urgence climatique. Alors, je dirais tout simplement que nous avons répondu à l'urgence climatique en adoptant notre plan climat-air-énergie territorial au mois de février de cette année, en y inscrivant clairement un objectif de neutralité carbone, évidemment, d'ici 2050 et un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de moins 45%. Avec évidemment dans ce plan climat-air-énergie territorial une intention forte aussi sur la question des politiques temporelles, parce que nous l'avions déjà dit dans notre précédent plan climat, mais nous le réaffirmons dans celui-là, le temps, la politique temporelle fait partie des solutions face à l'urgence climatique. Oui, vous nous présenterez une action tout à l'heure, mais je me tourne vers Anne Le Floch. D'abord, je crois qu'à Rennes Métropole, il y a une mesure qui se rapproche de ce qu'Audrey Linkenheld vient de présenter. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. On est aussi sur ce plan climat air-énergie territorial en date de 2019 pour le coup et qui est en réactualisation constante sur Rennes Métropole. Donc nous, l'idée, c'est diviser par deux les émissions à effet de serre d'ici 2030 en partant des chiffres de 2010. Mais on rejoint tout à fait la même idée qui vient d'être dite à l'instant. Gwenaëlle Craes, à la Grigonnet, quelles mesures avez-vous prises? Alors vous êtes maire depuis... C'est votre premier mandat, c'est bien ça? Alors, je suis maire depuis le 15 mars, mais bon, plutôt en mai, vu qu'il y a eu le Covid, hein, ou la Covid. Mais j'étais aussi élu sur l'équipe précédente, donc on est dans une certaine continuité. La commune de la Grigonnet a un nombre équivalent à d'autres communes rurales, pas représentées ici. On est engagé dans le développement durable depuis plus de 12 ans. Il y avait un vœu qui a été fait par le maire de l'époque pour intégrer cette notion de développement durable dans les réflexions des différents projets qui étaient portés sur la commune. Aujourd'hui, on peut avoir plus de transition écologique. Pour aller un peu plus loin dans cette
dans cette direction. Alors, j'ai fait le souhait de nommer une adjointe à la biodiversité, à l'environnement pour prendre part aux enjeux climatiques qui nous arrivent en pleine face dans quelques temps. Donc un portage politique de ces questions dans votre équipe municipale. Marina Lafay, du côté de Strasbourg. Oui, alors je parlerai du côté de la ville de Strasbourg, mais aussi de l'Eurométropole de Strasbourg, d'autant plus que je parlerai des mobilités tout à l'heure, qui est compétence Eurométropole, puisque la ville de Strasbourg est aussi membre de l'exécutif de l'Eurométropole. Dans les deux cas, en fait, la première chose qu'on a fait au premier conseil municipal de Strasbourg, ça a été de déclarer l'état d'urgence climatique et d'appeler un certain nombre de personnes à le signer. Donc, ce n'était pas simplement des paroles. On a aussi créé une alliance pour le climat. On a annoncé notre engagement à créer l'agence du climat dont je vous parlerai tout à l'heure et qui est aujourd'hui ouverte. Et là, très clairement, hein, dans ce texte, il était dit, je reprends les termes, le climat n'attend plus, c'est maintenant. Donc, c'était vraiment quelque chose de très fort qui donnait le cap, hein, à l'ensemble de l'écosystème, hein, aux agents, aux associations, etc., pour réaffirmer cet engagement très fort et qui est structurant sur l'ensemble du mandat. Donc, dès juillet, la ville a adopté cette déclaration et en octobre 2020, c'était l'Eurométropole. Merci. Blai Martí Plademun pour la ville de Barcelone. Est-ce que vous avez aussi une mesure emblématique ou une prise de position que vous souhaitez partager avec nous, hein? Une fois posée cette urgence climatique, une fois posés ces engagements, il s'agit d'agir. Alors vous allez chacune votre tour nous présenter une action menée par votre ville ou votre métropole, une action qui joue sur un levier temporel pour répondre aux enjeux climatiques, écologiques. Je commence encore une fois par vous, Audrey Linkenheld, parce que je sais que votre temps en plus est compté. Vous allez nous présenter une action alors qui a clairement une dimension temporelle puisqu'elle concerne une saison bien particulière, l'été, saison chaude pendant laquelle, on le sait, nos rythmes de vie changent. Tout à fait. Merci d'accepter en tout cas ma présence effectivement à distance. Je voudrais préciser, puisque ça vient d'être évoqué par le collègue de Barcelone, que si je ne suis pas avec vous, c'est notamment parce que ce matin au bureau de la métropole européenne de Lille, j'ai présenté une délibération pour le renouvellement de la signature de la métropole à la Convention des maires pour l'énergie et le climat. Voilà, donc la boucle est bouclée. Autrement, j'aurais évidemment eu le plaisir d'être avec vous dans cette belle ville de Rennes. Ce dont je voulais donc vous parler en quelques minutes, c'est effectivement une action qu'on a menée en lien avec la saisonnalité, donc notamment la question de l'été. Comme je vous le disais, nous avons donc clairement inscrit dans notre plan climat, air, énergie cette question de la politique temporelle. Vous avez noté d'ailleurs que je suis à la fois élue en charge de la politique temporelle et élue en charge du climat et de la transition. Ça montre bien le lien entre les deux et nous affichons clairement l'idée que la politique des temps peut être aussi là pour atténuer l'impact de l'activité humaine sur le climat. Ça se traduit pour nous par
3 orientations majeures, je dirais, que je présenterai d'ailleurs au Conseil métropolitain au mois de décembre. La première, c'est l'idée de mieux répartir l'activité aux heures de pointe, notamment pour réduire l'impact, notamment lié à la mobilité, mais je ne le développerai pas. Vous en avez déjà parlé, je crois que vous allez en reparler. La deuxième orientation, c'est évidemment d'optimiser les horaires d'un certain nombre de services publics pour essayer d'intensifier les usages. Et la troisième orientation, qui illustre un peu notre exemple, c'est d'optimiser les espaces pour... en essayant de diversifier les usages de ces espaces. Et c'est un peu finalement ce qu'on a essayé de faire à travers cet exemple lié à l'été. Alors, contrairement à la légende urbaine, il y a un été même à Lille et il fait plus chaud aussi l'été à Lille. Donc, c'est la raison pour laquelle on a essayé de s'intéresser à ce temps-là. On a d'abord donc conduit une concertation avec les habitants de notre métropole. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ça remonte à l'été 2019 pour essayer qu'ils nous donnent leur avis sur comment ils vivent, eux, l'été dans la métropole. Je précise que, comme nous sommes une métropole assez contrastée avec une grande partie de la population qui est plutôt en situation sociale fragile. On sait aussi qu'on a beaucoup de métropolitains qui n'ont pas la chance de partir en vacances ailleurs et qui pratiquent donc cette métropole l'été. Donc, premier temps de concertation, un temps fort aussi que vous voyez là en décembre, paradoxalement, mais on a choisi l'hiver pour parler de l'été. Et en fonction de ça, on a essayé donc de construire 2 projets. Le premier que je vais vous détailler tout de suite, autour finalement du mobilier urbain temporaire. Je vous disais qu'on était dans l'orientation de l'optimisation des espaces, donc comment à partir d'espaces existants dans une saison donnée, donc ici l'été avec ces enjeux d'îlots de chaleur urbain que vous connaissez aussi bien que moi, qui sont très forts à certains endroits de notre métropole, comment à travers du mobilier urbain temporaire on peut répondre à ces effets de chaleur urbain, sachant qu'on est en train de travailler avec cette idée, et évidemment une solution complémentaire aux autres. On vient installer du mobilier urbain parce qu'on ne peut pas planter, végétaliser ou planter des arbres dans les espaces dont il est question, soit pour des raisons techniques qui sont, j'ai envie de dire, insolubles, y compris à long terme, soit pour des questions de calendrier, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire pousser les arbres ou la végétalisation prévue. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant, alors qu'il fait déjà chaud? C'est l'idée de ce mobilier urbain temporaire qui a une forme un peu particulière parce que nous avons inscrit notre projet par ailleurs dans le calendrier de la capitale mondiale du design. La métropole européenne de Lille était capitale mondiale du design en 2020. Alors, l'année 2020 n'était pas exactement comme on l'avait prévu, donc un certain nombre d'événements ont été décalés, ce qui explique pourquoi ce mobilier urbain qui a été designé donc, dans le cadre de cette capitale mondiale du design, finalement n'a été installé qu'à l'été 2021. Nous avons donc testé ce mobilier dans différents endroits de la métropole, à la fois très urbain, c'est l'image que vous avez là, on est en plein cœur de Lille, si je ne m'abuse, mais aussi des espaces plus périurbains qui, pour autant, même végétalisés, peuvent manquer d'espace de fraîcheur. Donc on a installé ça et puis on a évidemment demandé aussi ensuite à nos métropolitains ce qu'ils pensaient de cette installation. Ce qu'il faut dire, c'est que, mais c'est le principe des proof of concept, ça ne prouve pas toujours que c'était bien conçu. Donc, il est apparu que la forme du mobilier imaginée par le designer après quelques ateliers n'est peut-être pas la plus adaptée. Elle semble un peu discutable, notamment parce qu'elle ne projette pas exactement l'ombre comme elle devrait. Mais le principe, en tout cas, d'un mobilier urbain temporaire, qui encore une fois vient en complément à certaines périodes, et notamment là l'été, de solutions qui sont plus pérennes, plus durables, comme évidemment les solutions fondées sur la nature, cette idée-là, je pense, elle fait sens et on va continuer à la creuser. Il faut savoir aussi que l'été 2021 a été à Lille comme partout ailleurs, c'est-à-dire finalement beaucoup moins chaud et beaucoup plus pluvieux que ce qu'on avait connu les années précédentes. Donc ça ne facilite pas non plus les tests. Mais en tout cas, je crois que l'idée de ce mobilier urbain temporaire,
parce qu'il ne dure pas dans le temps, et adapté à un certain temps, c'est-à-dire celui de l'été, est une belle idée à creuser. Ça se fait dans d'autres villes, je crois, aussi sous d'autres formes, mais ça me semble une idée en tout cas intéressante. Et puis la deuxième idée, dans le même état d'esprit que nous travaillons, c'est la question de l'ouverture de nos piscines. Là aussi, là c'est plus travailler sur les horaires d'un certain nombre de services que j'indiquais dans notre deuxième orientation. On avait déjà fait ce travail-là autour des bibliothèques. On l'a fait là sur les piscines parce que puisqu'on parle de l'été, il est apparu lors de la concertation que finalement nos piscines, qui par ailleurs ne sont pas très nombreuses, on est assez mal dotés dans la métropole européenne de Lille par rapport à d'autres matières de piscine, sans doute parce que jusque-là on n'y voyait pas bien l'intérêt, parce que le réchauffement n'était pas encore là, mais en tout cas on a peu de piscines et en plus certaines d'entre elles ferment toutes au même moment pendant l'été, et donc on en a pris conscience. On a commencé à travailler avec les directeurs de piscine pour essayer de mieux gérer ces horaires et du coup permettre un plus grand service et une plus grande ouverture au public métropolitain. Là encore, ça n'est pas la dernière période qui a été la plus propice puisque les piscines étaient plutôt fermées pendant la période du Covid. Donc les choses ont pris un peu de retard, mais le projet est toujours sur la table et donc on espère là aussi pouvoir, grâce à une adaptation de ces questions temporelles, mieux lutter encore une fois contre le réchauffement climatique et ses impacts, et puis offrir par la même occasion un service public de meilleure qualité à nos habitants de la métropole. Merci beaucoup Audrey Liquenel pour cette présentation. Donc même enjeu et deux axes d'action différents. Marina Lafay, pour Strasbourg, vous avez choisi de nous parler de la mise en œuvre de la ZFE, la zone à faible émission. Alors, a priori, on peut se demander où sont les enjeux temporels, les aspects temporels sur cette question. Donc, vous allez nous expliquer comment ces questions temporelles se sont aussi invitées dans la réflexion, dans la conception de cette future ZFE. Alors, cette ZFE elle a été adoptée au mois d'octobre dernier. Les aspects temporels ont été très présents, déjà en termes de communication, en fait. Si vous vous connectez sur le site actuel de la ZFE, bien, le titre, c'est « Santé, climat, il est temps d'agir ». La première prise de parole de Françoise Chetzel, vice-présidente en charge de ce sujet, lors du vote, ça a été de dire « Pouvons-nous encore attendre ?» Donc, moi-même, j'ai pris la parole en étant dans la même rhétorique. Donc, il y a déjà cette question-là. La ZFE, nous l'avons pris à la fois par rapport aux enjeux environnementaux, mais aussi beaucoup par rapport aux enjeux santé, puisque c'est 500 morts qui sont dus sur le territoire de l'Eurométropole, 500 morts par an qui sont dus à la mauvaise qualité de l'air, et c'est 63 000 décès aussi en France dus aux mêmes raisons. On sait que cette problématique est connue, que l'on sera à Strasbourg comme ailleurs sanctionné aussi si on ne réagit pas, parce que nous sommes bien au-dessus des seuils tolérés par l'EMS, des seuils qui sont revus à la baisse régulièrement et de plus en plus exigeants. On sait aussi qu'en 2024, les grandes collectivités, intercommunalités de plus de 150 000 habitants devront s'y mettre, mais nous avons expliqué qu'effectivement, eh bien, il n'était plus temps d'attendre et qu'il fallait commencer dès maintenant. Donc ça a été déjà cet engagement-là de dire n'attendons pas. De la même manière, on sait que le renouvellement du parc automobile est en cours et dans une dizaine d'années, la plupart des véhicules seront en critère 2. Mais c'est la décennie du climat, donc agissons maintenant. Donc là, déjà, les aspects temporels étaient présents. Bien sûr, ça peut se frotter avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le calendrier des échéances électorales. Et notre parti pris a été de dire que nous ne voulions pas nous être dans cette réflexion stratégique électorale et nous soustraire de ça, parce que si on ne réagit pas maintenant, d'une façon ou d'une autre, on sera sanctionné plus tard pour inaction climatique, et y compris au niveau électoral en tant qu'élu. Donc c'est un principe de responsabilité qui nous a guidés et qui a été relativement partagé et bien compris. Bien compris pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui a été abordé depuis plus d'un an, qui a donné lieu à 8 conférences des maires, qui a donné lieu à 11 000 participations citoyennes lors d'ateliers, une dizaine d'ateliers organisés, une conférence citoyenne dont vous voyez ici un document de restitution. On a évoqué le sujet avec plus de 500 entreprises. Également, il y avait un numéro de téléphone, enfin, etc. Donc, l'ensemble de cet aspect participatif, à la fois avec les élus de l'ensemble de l'Eurométropole, mais toute la population,
a été faite et continuera aussi sur le processus d'accompagnement de la ZFE. Donc, un élément phare de la ZFE, c'est le calendrier de retrait des véhicules les plus polluants. Et ça, c'était un point sensible, on va dire, et qui a fait l'objet effectivement de négociations. Donc, l'idée est que dès janvier 2022, on commence à interdire les critères 5. Mais à ne pas sanctionner. La première année, ce sera de la sensibilisation lors des contrôles, et ce sera donc en janvier 2023 qu'ils seront réellement interdits. Et puis d'année en année, on descendra, on agira comme ceci sur les critères 3, et sur les critères 2, par contre, la problématique est un petit peu plus difficile. Donc ce sera en 2025 qu'il y aura un contrôle de sensibilisation et une interdiction donc en 2028, donc même sur le prochain mandat. Voilà. Mais ce qui était important aussi au niveau calendaire, c'était en fait de faire coïncider ces actions-là avec la mise en place de solutions alternatives sur lesquelles donc, nous avons investi, et que ces deux calendriers en fait se superposent. Donc depuis un an, nous avons travaillé donc à l'extension du réseau de tram, à la mise en place de ce qu'on a appelé le Big Bang des mobilités, un réseau eurométropolitain de transport, et l'exploitation plus intensive de 13 gares que nous avons sur le territoire de la métropole. Il y a aussi un plan vélo, 100 millions en plus sur le vélo et la création de pistes cyclables. Et puis aussi, une des singularités de cette ZFE, si on la compare aux autres qui ont été mises en place, c'est qu'elle va donner des aides en fait à l'accompagnement, donc des aides financières pour que les ménages puissent changer de véhicule. Et les estimations nous montrent que ce sont 2/3 des ménages qui vont être éligibles à ces aides. Donc c'est 50 millions qui vont être donnés de façon à ce que les ménages puissent changer et acquérir des véhicules critère 1 ou critère 0. Avec une indexation sur les niveaux de revenus, mais voilà, il y a des aides qui seront aussi possibles pour les entreprises pour changer des véhicules d'entreprise ou même des poids lourds et des cars. Donc voilà, ça c'était vraiment très important. Et une autre chose dans les aspects temporels, c'est que ce processus va être suivi, va être évalué annuellement, mais aussi à deux reprises en 2022 et 2026, et qu'il sera possible aussi de réajuster notre politique pour voir si on est en phase avec les objectifs effectivement climatiques. Voilà. Petite question, est-ce que les citoyens et citoyennes, dans le cadre de cette concertation, ont été amenés à co-construire le calendrier avec vous, ou c'est plutôt une approche de techniciens et techniciennes qui a prévalu pour fixer ces différentes échéances pour atteindre l'objectif final visé? Oui, alors le calendrier, il a été discuté, mais ce n'est pas tant ça qui a fait peut-être le point de réflexion et de demande de la part des citoyens. Ce qui a été demandé, c'est un accompagnement à mieux connaître les solutions alternatives, un meilleur maillage du schéma de transport au niveau de la métropole. Tous ces points-là, en fait, sont finalement ceux qui vont être accompagnés au niveau de l'Agence pour le climat, qui sera en fait un guichet unique en fait de renseignement qui permettra également d'accompagner les citoyens à la fois sur les aspects financiers de changement de véhicule, mais aussi de pouvoir les accompagner dans leurs déplacements au quotidien pour trouver des solutions plus saines. Merci, Marina Lafay. Blai Marti Plademunt, alors vous avez retenu 2 actions, mais qui sont très liées, 2 actions menées par la ville de Barcelone pour relocaliser, reterritorialiser l'emploi et donc limiter les déplacements entre le domicile et le travail. Et ces 2 actions ciblent surtout des femmes.
Merci, Blaye. Un exemple justement de localisation, relocalisation. Alors dans votre cas, Gwenaëlle Craes, c'est même la recentralisation d'une activité collective à l'Agrigonnet. Vous avez créé un marché de producteurs là où il n'en existait pas avant. Et d'ailleurs, la crise sanitaire, les confinements vous ont donné un petit coup de boost pour cette initiative. Oui, alors tout à fait. Il ne faut pas voir que l'aspect négatif de la Covid. Je vais juste me permettre une petite présentation très rapide de l'Agrigonnet. Donc, on disait tout à l'heure 1700 habitants. On est à la croisée des chemins entre Nantes, Rennes, Saint-Nazaire et Châteaubriand. On va simplifier, on va dire qu'on est à une demi-heure de chaque grande ville. Et qui dit à une demi-heure de chaque grande ville, dit à des habitants qui vont dans ces villes travailler. Donc le bassin d'emploi est essentiellement sur Nantes, mais il est aussi sur ces trois collectivités. Donc les communes rurales, hein, comme les nôtres, on a différents enjeux problématiques à traiter, à savoir le problème de mobilité, le problème de redynamisation des cœurs de bourg, hein, où il est plus facile de voir des petits commerces se fermer que des petits commerces ouvrir. L'aspect santé, hein, où on a une désertification, et le soutien à la vie économique. Donc j'aurais pu vous présenter plein d'autres projets comme notre restaurant 70% bio local, restaurant scolaire, mais j'ai préféré vous présenter ce projet de marché. Donc oui, pour le coup, la Covid nous a bien aidés. Nous avions déjà porté cette volonté de travailler sur un marché hebdomadaire dans notre programme des élections. Sauf que au lendemain, nous sommes tous rentrés dans une aseptisation sociale, hein. Du coup, pour commencer à travailler, ça a été un peu compliqué. Toutefois, en septembre, on a décidé de lancer une réunion avec les producteurs de la commune, hein, essentiellement bio. La commune dispose d'un tiers des terres en agriculture bio. Et s'est engagé un échange sur le fait de savoir s'ils souhaitaient co-construire un marché hebdomadaire sur la commune. Au vu des changements de pratique, hein, des habitants, on l'a tous constaté, à aller s'approvisionner plutôt en local que dans les grandes surfaces pendant la période de confinement. Il y a eu un engouement certain pour cette idée, et on a avancé dans cette étape de construction. Sur quel marché on attend demain, marché plutôt ouvert, marché fermé, et on a très vite incorporé des habitants en référent pour savoir à leur niveau ce qu'ils attendaient d'un marché. Donc on avait les acteurs et on demandait aux consommateurs potentiels de venir. Donc tout s'est fait dans une étape de concertation. On a abouti à un sondage qui a été envoyé à tous les habitants, et la véracité du projet donc était pertinente, hein, car il y avait une réelle attente, hein, d'avoir un marché local sur notre commune. Donc le sondage traitait plein de points sur leurs habitudes de consommation, où est-ce qu'ils allaient habituellement. Donc on a pu constater que certains allaient dans un rayon de 10 km et d'autres beaucoup plus loin s'approvisionner. Et ce qu'ils attendaient d'un marché. Donc sur tout ce qui était attente, hein, hormis la poissonnerie, on avait tout en local. Donc le dessin du marché hebdomadaire prenait forme, et au mois de mai, le premier marché hebdomadaire s'est ouvert, hein, donc plutôt sur un créneau du soir, hein, 16h30, 19h. Alors pourquoi? Parce que 16h30, il y a les familles qui sortent des écoles, qui vont chercher les enfants à l'école. Le 19h, parce que ceux qui travaillent sur Nantes et ailleurs rentrent du travail, hein, et c'était le meilleur créneau qu'on pouvait noter. Très vite, hein,
on a vu l'engouement pour ce chouette projet, où une bonne partie de la population venait partager des moments d'échange sur ce marché. Et élément qu'on supputait mais qu'on n'avait pas trop évoqué, c'est les effets de bord de ce marché sur l'économie locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, il est sur la place devant la mairie et qui est attenante au bar communal. Et du coup, là où notre barman avait éprouvé quelques pénibilités d'ouverture pendant cette phase de confinement, on a vu un effet de bord, une retombée sur son activité. Donc, l'un des points que nous souhaitons toujours porter, c'est la redynamisation des cœurs de bourg, avec les changements de pratiques. Et la place du marché, en fait, en est un bel exemple. Ce projet, il s'est fait aussi en collaboration avec des structures d'élus, parce que j'ai beau être maire, je ne suis pas censé tout savoir. On est des petites communes, on n'a pas d'experts, à la différence de métropole, de métropoles qui ont pu déjà témoigner. Et nous appuyons sur des structures comme les associations des maires ruraux, dans une volonté de partage, sur l'association Bruded, Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable, et qui sont des séances, des organisations d'échanges d'élus sur différentes thématiques qui tournent autour de la transition écologique. Donc ça a permis de partager notre expérience avec d'autres collectivités qui souhaitent aujourd'hui mettre ça en place aussi sur leur territoire. Merci beaucoup. Anne Le Floch, je termine par vous et par Rennes Métropole, qui reste fidèle à ses actions pour décaler les flux de transport. On est revenu hier sur cet exemple du métro et des horaires d'université, mais là, vous allez nous parler des actions d'accompagnement qui sont mises en œuvre par le Bureau des temps pour essayer de lisser l'horaire de pointe, donc accompagnement des entreprises dans cette démarche. Oui, tout à fait. Donc, dans la poursuite des années après de ce lissage des heures de pointe avec décalage des horaires d'entrée à l'université, on est un des sujets sur lesquels on travaille, c'est effectivement, alors non plus, avec un changement de paradigme, non plus à augmenter les infrastructures, mais on est bien sûr aller modifier au contraire la demande. C'était l'exemple de l'université, montrait bien ça et mettait ça en évidence. Donc changer de rythme de vie n'est pas, et on l'a vu là pendant ces 2 jours, n'est pas qu'une décision individuelle. Elle appartient au collectif. À titre d'exemple, sur Rennes Métropole, 60% des personnes en emploi ont des horaires de travail imposés, avec forcément des inégalités entre les cadres et les employés et ouvriers. Les cadres qui déclarent à 65% avoir des horaires libres, mais on a bien vu, on en a parlé déjà hier, que même en ayant des horaires libres à 9h30, tout le monde a pris ses fonctions. Et les employés ouvriers qui, eux, ont pour leur part des horaires imposés pour 78% d'entre eux. Donc agir sur les rythmes de vie, ça s'accompagne forcément par des approches collectives et à différents niveaux. Donc effectivement, les entreprises ou les établissements scolaires ou les offres de transport. Alors, dans le cadre des plans de mobilité sur Rennes Métropole, donc le cadre des plans de mobilité des entreprises, on accompagne les employeurs du territoire à expérimenter des solutions, donc qui puissent permettre à leurs salariés de décaler leurs horaires de démarrage de journée le matin. Ou de télétravailler, donc télétravailler ailleurs que dans leur lieu habituel, leur lieu professionnel habituel.
ou bien encore de faire du télétravail en heure de pointe. Donc on a ces trois actions avec pour objectif de diminuer les déplacements et les congestions, entre autres sur la rocade rennaise et sur les heures de pointe, donc en démarrage de journée le matin. Pour ça, nous avons animé des rencontres d'entreprises avec l'idée d'échange de bonnes pratiques, hein, et avec également des interventions d'experts. Et donc, on a mis en place différents outils donc, que vous avez à l'écran. Alors, on a, si on démarre, on a la carte participative interactive à la bonne heure. Donc, qui est une carte qui permet d'identifier les pics d'arrivée et de départ des zones d'activité, donc à quel endroit, à quel moment, comme autant d'horaires à éviter pour le coup, puisque ce sont sur les pics d'affluence. Hein. Nous avons également mis en place un site internet qui permet de faire connaître l'offre de coworking sur Rennes Métropole, mais également l'aire urbaine élargie. Donc, on draine plus large que la simple métropole. Donc, c'est vraiment l'idée de l'offre du coworking aux salariés, mais également aux entreprises. Enfin, et l'idée, c'est le principe du coworking, hein, c'est de réduire les déplacements sans rester sur le télétravail à domicile. Voilà. Et notre troisième expérimentation, enfin, alors là, pour le coup, une expérimentation, c'est l'idée du télétravail en heure de pointe. Donc l'idée, c'est de venir installer dans des communes de la métropole sur un lieu proche des écoles. L'idée, c'est je dépose mes enfants à l'école ou à la crèche. Et avant d'aller m'engouffrer dans les bouchons et dans les congestions des 4 voies ou de la rocade, eh bien, je fais un stop télétravail à la médiathèque ou dans ce lieu particulier où je peux venir checker mes mails ou faire même projection de journée, peu importe, ou, boire un café tout simplement, lire le journal. Démarrer sa journée, en tout Voilà, cas. démarrer sa journée de travail, hein, démarrer sa journée de travail, avec dans l'idée de se déplacer, d'assurer le déplacement une fois que les encombrements sont passés. Donc, soit avec ma voiture personnelle, soit avec le transport collectif. Hein, on est au-delà de ça. Donc, l'idée, là, c'est effectivement de poursuivre ce travail en lien avec les entreprises, hein, puisque quand on est sur les idées de coworking ou de télétravail, on a ce dialogue à avoir avec les entreprises et en essayant d'augmenter le plus possible le nombre d'entreprises intéressées, de salariés, pour effectivement essayer de modifier les comportements et nos rythmes de vie, puisque c'est cette idée-là. Merci beaucoup à tous les 4, 5, même en comptant André Lincanel qui nous a quittés pour ces présentations.